Je vais vous demander d'applaudir Guillaume qui va maintenant venir nous rejoindre. Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. Down by the water, the riverbed, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside.
On souffre avec toi, je te regardais, il va reprendre son souffle. C'était incroyable. Ça va, on te laisse récupérer. Merci d'être là, Guillaume. Alors on va commencer. Déjà, j'ai envie de te dire, il se passe quoi là quand tu es comme ça, tu retiens ton souffle là, à la fin, là, les 30 dernières secondes? Alors déjà, il faut savoir que d'habitude, je retiens mon souffle dans l'eau, tranquille, tout seul. Et c'est rare d'avoir un public comme ça pour une apnée, donc il y a un côté un peu stressant. C'était pour ça qu'on a fait un timing précis, parce qu'avant de faire cette apnée, je dois faire plusieurs apnées au préalable pour m'échauffer et arriver en condition. Voilà. Je ne débarque pas comme ça, coucou, je fais 5 minutes. Non, il y a besoin d'échauffement et je suis capable de tenir plus longtemps en étant totalement relâché, détendu dans l'eau, en flottant, sans aucune tension. Entre 7 et 8 minutes. Mais là, voilà, c'était environ 5 minutes. Et c'est pas facile. Merci. Donc ce soir, on va suivre Guillaume dans les 6 grandes étapes d'une apnée. Alors on l'avait intitulé moins 126 mètres. Que se passe-t-il dans le cerveau de Guillaume? C'est ce qui s'est passé lors du record du monde que tu as battu, moins 126 mètres. Alors, effectivement, juste pour retracer très rapidement, alors moi je suis apnéiste en profondeur. Ma spécialité, ça a toujours été la profondeur. En profondeur, on mesure vraiment le nombre de mètres parcourus aller-retour. On ne mesure pas le temps. Une apnée profonde comme ça dure environ 3 minutes 30, mais elle peut durer 4 minutes si je décide de nager plus lentement, ou elle peut durer moins longtemps si je décide d'être plus rapide. Chacun décide un peu d'avancer à son propre rythme. Le tout, c'est de parcourir la distance aller-retour. J'ai battu plusieurs records du monde. Donc 126 mètres, c'était pas une profondeur de record du monde, c'est mon record personnel. Quelques jours après, je tentais de battre un 5e record du monde à 129 mètres. Et il y a eu une erreur dans la mesure du câble. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, peut-être vous en avez entendu parler. En apnée, on descend le long d'un câble qui est mesuré. Donc quand je pars pour 129 mètres, je ne me pose pas la question de où je dois m'arrêter. Je vais au bout. Je ramène une petite plaquette témoin et je remonte à la surface. Et ce jour-là, le jour de cette tentative, l'organisation s'est trompée, a mis 10 mètres de plus. Voilà. Et donc je me suis retrouvé à 139 mètres, ce qui fait que j'ai perdu connaissance et que le record n'a pas été validé. Voilà. Donc 126 mètres, c'est ma plongée la plus profonde sans être un record du monde. Aujourd'hui, le record du monde est à 131 mètres. Donc record validé, aller-retour sans perdre connaissance. J'y reviendrai après tout à l'heure sur ce qui peut se passer quand on pousse une apnée trop loin. Donc effectivement, l'idée de ce petit moment, c'est de vous emmener avec moi sur une apnée. J'ai essayé de découper cette plongée en plusieurs étapes et vous décrire ce qui se passe à la fois dans le corps et à la fois au niveau de la sensation, au niveau de mon ressenti, au niveau psychologique. Et donc ça va être intéressant d'avoir l'éclairage d'un spécialiste parce que en apnée, on a toujours fonctionné comme ça. C'est une discipline qui a toujours fait peur, qui a toujours fasciné le monde scientifique, mais qui a toujours fait extrêmement peur et qui a émis beaucoup de contre-indications à la pratique, aux tentatives de record. Et donc les apnéistes ont toujours été un peu pionniers, ont toujours devancé le monde scientifique, ont bousculé les idées reçues, les doctrines, et ont attiré le regard des scientifiques qui ont toujours voulu comprendre le pourquoi, le comment des performances comme celle-ci étaient possibles. Il y a 50-60 ans, les scientifiques prédisaient qu'on ne pouvait pas descendre au-delà de 50 mètres sans quoi le corps humain allait imploser. Donc là, on n'était pas au niveau du cerveau, on était au niveau de l'acceptation de la pression. Et il a fallu que des pionniers comme Jacques Mayol ou Enzo Maiorca, que vous connaissez probablement si vous avez vu le Grand Bleu un jour dans votre vie, soient allés plus loin. 10 ans plus tard, la science a pensé a émis l'hypothèse avec des calculs que la limite c'était en fait 100 mètres. Et puis il se trouve que Jacques Mayol a été le premier à franchir la limite des 100 mètres en 1976. Et aujourd'hui, on descend donc à plus de 100 mètres en palmant. Alors qu'à l'époque, les records du monde étaient battus dans la discipline du no limit. C'est celle du Grand Bleu. On descend avec un poids et on remonte avec un ballon gonflé d'air sans faire d'effort. Dans cette discipline, aujourd'hui, on va à plus de 200 mètres. Et moi, je descends entre 120 et 130 de manière complètement autonome. Donc je mets une monopalme, je descends et je remonte en nageant. Donc le
le terrain a permis de montrer que le corps humain était capable d'adaptation extraordinaire. Et il y a toujours eu ce regard et ces explications par la science. Et aujourd'hui, on en est là au niveau du cerveau. On essaie de travailler, d'avancer pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir les deux visions. Moi, j'exprime avec mes mots le ressenti, les différentes phases et les différentes étapes au cours de la plongée. Et l'éclairage scientifique permet de valider les hypothèses que je vais formuler empiriquement. Ou pas, et c'est en ça que c'est passionnant, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de recherche et beaucoup d'exploration. Donc la première étape, c'est la phase de préparation, c'est la phase de respiration, parce que s'il y a bien un truc qui est important quand on fait de l'apnée et qu'on arrête de respirer, c'est d'apprendre au préalable à ventiler, à respirer. Vous m'avez vu là les quelques secondes qui précédaient, j'étais extrêmement concentré, orienté sur ma ventilation et sur la respiration. Pourquoi ? Parce qu'en une apnée, on n'a qu'une seule réserve. On ne peut pas avoir de recharge au cours de la plongée. On part avec une seule inspiration, on remplit les poumons totalement. Vous avez vu, l'inspiration a été très très longue parce que d'abord, j'utilise le diaphragme pour faire rentrer de l'air sur la partie basse des poumons. Ensuite, je prends le relais au niveau des intercostaux pour remplir l'ensemble de la cage thoracique, le haut du thorax. Ensuite, je vais utiliser des petits muscles là pour emmagasiner encore un petit peu de quantité d'air au niveau du haut des poumons. Et puis à la fin, je termine par une manœuvre qu'on appelle la carpe. C'est une espèce de bruit bizarre là quand je fais. En gros, je comprime de l'air dans la cage thoracique, au-delà de ce que mes muscles inspiratoires sont en mesure de faire. Donc on peut prendre 1 litre en plus. Et puis une fois que je suis complètement rempli, je pars. Et donc tout se joue finalement dans ces minutes qui précèdent la plongée avec la méthode de ventilation que l'on adopte. L'intérêt, c'est d'abaisser le métabolisme pour être dans une consommation d'énergie minimale. C'est vraiment le fil rouge de toute la plongée. Consommer le moins possible, puisque cette réserve d'air, cette réserve d'oxygène va être utilisée par les muscles, par le cerveau, par l'ensemble de l'organisme. Et donc tout ce qui est perdu inutilement, on ne pourra pas le retrouver. Donc si je veux être certain d'aller au plus profond, il faut que le métabolisme soit le plus bas possible. Et donc la ventilation, elle est assez simple finalement. On n'utilise pas de grandes techniques complètement secrètes. C'est vraiment des principes très simples. À savoir que, comme je viens de vous l'expliquer, on respire de manière dissociée, c'est-à-dire qu'on isole bien les différentes parties, les différents volumes pulmonaires qu'on utilise, en faisant bien attention à utiliser le diaphragme d'abord. Donc respiration avec le diaphragme permet d'avoir un souffle qui économise de l'énergie. Et ensuite, il y a l'importance du contrôle de l'expiration. À savoir qu'à chaque fin d'inspiration, j'ai un petit moment de rétention déjà de quelques secondes pendant lequel je suis dans une espèce d'apnée, un moment de suspension, et ensuite j'expire de manière très lente, contrôlée, en faisant un petit bruit comme ça. Et des fois on s'amuse justement pour essayer de vraiment rentrer dans un état d'apaisement, de calme, à faire durer le plus longtemps possible l'expiration. On va essayer de le faire ensemble pour voir. Je vais jouer avec vous aussi. On prend une grande inspi et ensuite, en un coup, sans s'arrêter, on n'a pas le droit de faire pff, pff, pff. On fait sortir son air, on peut faire un petit bruit pour entendre bien le flux et on fait durer l'expiration le plus longtemps possible. Ça marche ? Allez, on inspire tous ensemble.
Alors pourquoi je vous ai fait faire ça? C'est pour vous montrer que ce truc-là, il est ultra simple. C'est ce que je fais avant de plonger. Alors voilà, on peut faire durer 45 secondes, on peut le faire durer 20 secondes. Est-ce que vous avez noté, juste une fois que vous avez terminé ça, voilà, exactement, c'est ce mouvement-là. Une espèce de sentiment de calme, d'apaisement. Vous voyez, c'est tout simple, hein, il n'y a rien de sorcier. Je vous assure qu'avant de plonger, je respire comme ça. Et l'intérêt, donc, comme je vous l'ai expliqué, ça permet de ralentir le métabolisme et ça va avoir une action au niveau de l'activité cérébrale, au niveau du cerveau. Après, je te donne le relais, tu me valides ou pas, hein, mais en gros, solliciter les muscles de la respiration et notamment le diaphragme, ça permet de stimuler le nerf vague. Et le nerf vague a une action sur le système nerveux parasympathique, à savoir qu'il permet de ralentir l'organisme. Le système nerveux parasympathique, c'est celui qui est celui qui est à l'inverse du système nerveux sympathique, qui est celui qui est responsable de l'activation de tous les états de stress. En gros, il y a quelqu'un qui débarque, qui hurle dans la salle, on va tous avoir peur, on va tous réagir de manière instinctive, on va avoir le cœur qui s'accélère. Ça, c'est le système nerveux sympathique, avec sécrétion de cortisol et d'adrénaline. Et ben, en respirant, en contrôlant la respiration, en utilisant le diaphragme, on va stimuler le système nerveux parasympathique qui va aller contre ça. Donc quand on est stressé, quand moi je dois faire une compétition, mais vous aussi, dans tous les aléas de la vie quotidienne, quand on a des moments un peu tendus, qu'on est complètement parasité, juste s'arrêter 2 minutes, respirer calmement en utilisant le diaphragme et en faisant durer l'expiration, ça sert. Ça ne sert pas qu'à aller profond, ça sert à vraiment calmer l'activité au niveau du cerveau. Est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Ça marche, ouais. C'est juste, et je vois qu'il y a un scientifique derrière le sportif et un artiste aussi. Un artiste. Alors, bon, moi je vous propose, je vois pas tout le monde, je vous propose qu'on essaie de voyager un peu dans les profondeurs du cerveau avec ce qu'il nous dit, avec son expérience, parce que c'est vraiment un privilège de pouvoir écouter, voir aussi et discuter avec un prodige comme ça qui a beaucoup travaillé. Alors, si tu veux, on peut commencer par la première phase que tu décris, parce que j'ai hâte de connaître les autres, mais ça va être un peu de l'improvisation, et je pense que vous pouvez réagir aussi par rapport à vos connaissances scientifiques et vos expériences. Moi, ce que j'entends dans la première phase, en tant que neurologue, moi je m'occupe des maladies neurologiques, donc on est loin de l'apnée. C'est pas une maladie, au contraire, hein. Le message aussi, c'est que il faut promouvoir le sport. On travaille avec des sportifs parce que c'est bon pour le corps, c'est bon pour le cerveau. Donc la première phase, moi, quand je te regarde, c'est une phase de concentration. Je crois que vous ne pourrez pas dire le contraire. D'après ce qu'il dit, d'après ce qu'il montre, ce qu'il dégage, il y a la mise en jeu de beaucoup de muscles avec ce qu'on apprend en première année de médecine sur la capacité vitale, la respiration. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Je ne sais pas si vous le savez. Bien, moi non plus. Mais on a des petites idées parce que c'est complexe, le cerveau. Tout à l'heure, on a fait le tour du monde avec un bateau. Le cerveau, là, on est sur une complexité qui est hors norme aussi, avec des centaines de milliards de neurones, 10 000 connexions par neurone. Je casse de suite le mythe, hein, dans toutes les phases qu'il décrit, sauf si hyperconnaissance. Tout le cerveau est en train de fonctionner, hein. Il n'y a pas 5% de notre cerveau qui fonctionne. Alors on va s'appuyer sur des études parce qu'on a déjà mis Guillaume dans une IRM fonctionnelle. Donc j'ai une petite idée de quelle région. Peut-être qu'on peut faire le jeu. La première phase, si c'est une phase où on se concentre, si c'est une phase où on a besoin de focalisation aussi importante, eh bien on pourrait tirer des études basées sur la méditation. Dis-moi si c'est plausible ce que je dis. Un état de conscience qui est maximal et qui met en jeu des régions les plus évoluées du cerveau, les régions antérieures, les régions préfrontales. Ça me paraît évident. On a peut-être une forme de méditation dans cette première période. Dis-nous ce que tu ressens peut-être. En fait, les techniques que j'utilise, souvent on me demande mais c'est de la sophro, c'est de l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose. Chaque fois je dis j'en sais rien. Parce que c'est finalement une espèce de cuisine un peu perso que j'ai mis au point de manière un peu instinctive.
je ne l'ai pas mis au point tout seul, hein, on est tout un tas d'athlètes de haut niveau à un peu suivre cette même méthodologie. On l'a fait à l'instinct, on l'a fait en échangeant. Certains se sont orientés sur des pratiques comme le yoga et comme l'hypnose et comme la sophrologie. Moi, on va dire que j'ai un petit peu touché à tout. Je pratique aussi du yoga, mais ces méthodes-là, j'ai vraiment essayé de les détacher, de les extraire d'une forme de doctrine et de l'application de quelque chose de trop cadré. J'ai vraiment essayé de coller à une forme de ressenti et de besoin. Donc oui, c'est une forme, je dirais, de méditation pour avoir pratiqué un peu la méditation, sauf que là, je suis aidé parce que j'utilise vraiment des outils, j'utilise vraiment le corps et la respiration pour pouvoir rentrer dans cet état de concentration. Alors souvent on demande, mais alors du coup c'est bon, tu peux éliminer le stress, l'idée c'est de ne pas avoir de stress, pas du tout. Parce que le stress finalement c'est un mécanisme normal, l'idée c'est qu'il garde sa juste place. C'est impossible. Enfin, moi je considère que c'est impossible, je pense qu'il n'y a aucun athlète avant de partir pour une performance de niveau mondial qui peut prétendre être absolument pas stressé. Il y a une forme de stress qui est là, l'idée c'est de le contenir, l'idée c'est de le canaliser, l'idée c'est de l'utiliser, de le transformer pour en faire une force, mais ne surtout pas l'annihiler. C'est un mécanisme vital, la peur c'est quelque chose de vital aussi, il faut juste arriver à lui laisser la juste place. Donc je pars, il y a une tension, il y a un stress, surtout un jour de record du monde, un jour d'une plongée d'entraînement moins profond, là il y a vraiment zéro stress, c'est vrai, mais le jour d'une tentative importante, la tension est là, il faut juste savoir jouer avec. Et donc une fois que la dernière inspiration est prise, le visage bascule dans l'eau, je quitte la surface et j'attaque la descente. Toute la première phase de descente, tout à l'heure vous l'avez vu je pense dans le petit film pendant que j'étais en apnée, vous avez vu le mouvement que j'utilise, c'est un mouvement d'ondulation, on plonge avec une monopalme parce qu'on s'est rendu compte que par rapport à des palmes classiques on est plus efficace, c'est une forme de mimétisme comme les mammifères marins, hein. Si vous voyez les mammifères marins les plus profonds, ils ont tous une nageoire caudale et ils utilisent ce mouvement d'ondulation, donc on fait pareil et l'idée, comme je l'expliquais, c'est être centré sur l'économie. Les 20-30 premiers mètres, la poussée d'Archimède me retient à la surface. J'ai une combinaison, les poumons sont gonflés d'air. Si vous mettez un ballon sur la surface de la mer, il ne coulera pas, il va flotter parce qu'il est gonflé d'air et donc il occupe un certain volume dans l'eau et il va rester en surface. C'est exactement pareil pour mon corps, qui est maintenu, qui est attiré à la surface par ce volume d'air. Donc il faut déployer une certaine énergie sur les 20-30 premiers mètres pour s'arracher de la surface. Il faut être très profilé, il faut être, comme vous le voyez, essayer d'avoir une pénétration de l'eau la plus efficace. Et en même temps, il ne faut pas traîner. Donc il y a toujours cette espèce de ratio à trouver entre une certaine vitesse à adopter pour que l'apnée ne soit pas trop longue, mais en même temps, toujours garder cette idée de l'économie. Donc ça, c'est avec l'expérience, avec les années que l'on trouve le mouvement qui nous correspond le plus en fonction de comment on s'entraîne, en fonction de nos points forts, en fonction de nos points faibles. Certains, pour la même apnée, vont mettre 1 minute de plus que moi parce qu'ils ont une très grosse apnée statique, ils ont une capacité à rester beaucoup plus longtemps, ils sont moins physiques, ils ont moins... probablement qu'ils ne sont pas soutenus par le café du cycliste, donc ils ne font pas assez de vélo. Et donc du coup, au niveau musculaire, ils préfèrent jouer sur la détente et le relâchement. Moi, je sais que j'essaye d'être assez rapide avec un espèce de rythme assez intense. Là, c'est comme s'il y avait un logiciel au niveau du cerveau qui se mettait en route. C'est comme si j'étais dans une forme de pilote automatique avec une conscience très développée de toutes les positions de mon corps. Je sais exactement le degré d'amplitude de chacune de mes articulations. J'arrive à percevoir avec une finesse extrême le temps qui passe. Au bout de combien de secondes je suis à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres.
J'arrive à régler sans avoir besoin d'utiliser d'alarme ou d'ordinateur extérieur pour savoir si je suis en avance ou je suis en retard. C'est comme si tous les sens étaient dans une forme d'éveil maximal. Et ça vient avec la pratique. Donc la vitesse de l'écoulement de l'eau sur le visage, la puissance que je vais mettre au niveau musculaire sur le mouvement de palme. Il y a aussi la lumière, la température, toutes ces petites infos sensorielles, finalement, qui sont, auxquelles je pense, dans la vie de tous les jours, on est moins attentif, probablement parce que les pensées sont très occupées par plein de choses, probablement parce que la vue attire 90% de tous les sens. Je pense qu'on est, je dis 90%, j'en sais rien, c'est un chiffre un peu au hasard que je vais donner, mais j'ai l'impression que sur Terre, on est surtout captivé au niveau de la vue. Sous l'eau, on a une espèce de bleu. Moi, j'ai pas de masque, donc je vois à travers les yeux, sans masque. Donc je vois une espèce de flou bleu. Donc du coup, la vision, elle occupe un espace beaucoup moins important. Et c'est comme si ça laissait une place énorme à tous les autres sens de se développer. Donc je ne pense pas à rien, mais je suis dans une logique d'être ici et maintenant, extrêmement concentré. Pour moi, c'est un prolongement de ce qui s'est passé à la surface. La seule différence, c'est qu'en surface, je respirais et que là, j'ai arrêté de respirer. Et donc, le début de l'apnée va forcément changer aussi pas mal de choses au niveau du cerveau. Je vais essayer de rebondir. J'adore t'entendre parce que j'ai pris l'habitude quand je vois un patient et qui me raconte son histoire, et là c'est une histoire que tu racontes, une descente, donc d'aller chercher les régions cérébrales qui peuvent potentiellement dysfonctionner. Là c'est un peu l'inverse, il faut que j'aille voir celles qui fonctionnent beaucoup, si on veut retracer un petit peu dans le cerveau où ça se passe. Et alors on spécule un peu parce qu'il faut que je rappelle que ce qu'il nous dit, c'est pas connu, on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau quand un plongeur descend aussi loin. On pourra peut-être jamais le savoir puisque nos IRM vont pas à moins 100 mètres de profondeur, encore moins un électroencéphalogramme. Sinon, on recevrait une décharge qui franchement, nous empêcherait de faire cet exercice. Donc on ne saura peut-être pas. C'est pour ça que je suis très content d'accepter le challenge. Alors il faut imaginer que tu parles, et je traduis la deuxième phase en une certaine autonomisation, peut-être un relais finalement pris par un circuit automatisé, c'est-à-dire que tu vas peut-être faire travailler des régions qui sont plus profondes, plus ancrées qui vont bien avec le réflexe d'immersion dont tu fais part aussi, où le rythme cardiaque commence à diminuer, on a une bradycardie qui s'installe, tout ça pour de l'économie. Et on a l'impression que c'est plutôt les régions très profondes dans le cerveau qui prennent le relais. On n'aime pas aujourd'hui le modèle du cerveau tripartite reptilien, mais on sait très bien que c'est les régions au centre cardio-respiratoire, tout ça situé au niveau du tronc cérébral et du cervelet. Bon, et quand j'ai regardé un peu ton IRM en apnée, eh bien, on a le cervelet. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, c'est étrange. Le cervelet, c'est le petit cerveau en arrière qui gère à coordonner et faire de façon la plus précise la réalisation d'un geste. Eh bien là, il a été très très activé. Je ne sais pas si c'est dans cette phase, mais on a peut-être une clé là, puisque les voies ponto-cérébelleuses sont des voies qui régulent justement les fonctions vitales et vont aller programmer le geste. Et on sait aussi qu'elles interagissent dans les émotions. La deuxième partie que je trouve fascinante dans ton exposé, c'est que tu parles de sensations décuplées de ressentir le monde avec tous les sens. Et tu mets de côté la vision, puisque on n'en a pas besoin. Et je valide ce que tu as dit. Je ne sais pas si c'est 90% ou pas, mais la représentation dans le cerveau est dominée par la vision. Et bien là, tu fais un switch, visiblement. Un switch qui va consacrer finalement une somatotopie, une somesthésie. Donc toutes les régions de ton corps sont projetées sur le cerveau, très actives, de façon à pouvoir être alerte et capable d'aller encore plus loin. Si je me trompe, on a deux choses qui sont intéressantes dans ce que tu dis, donc à vérifier. Bon bah c'est
Je suis ravi pour mon cervelet, savoir qu'il marche fonctionne bien. Parce qu'effectivement, j'avais fait un test, des études avec un autre neurologue en Belgique qui s'appelle professeur Lorez, où il m'a mis dans un IRM fonctionnel pour étudier le fonctionnement du cerveau. Mais c'était pendant une apnée statique, donc on était vraiment sur une autre forme de pratique. Et là, vraiment, effectivement, c'est de l'ordre de l'inconnu. Parce qu'on est dans le milieu marin, parce qu'il y a cette notion de prise de risque, d'engagement. Dans un IRM, à tout moment, je peux reprendre ma respiration. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux et le même rapport, je pense, au stress et au risque. Alors, du coup, effectivement, on est dans l'hypothèse et dans la supposition. Effectivement, ce que je n'ai pas précisé, puisque j'essaie d'être orienté plutôt sur le cerveau, mais au niveau du corps, et le cerveau en fait partie, évidemment, dès qu'on met le visage dans l'eau et dès qu'on arrête de respirer, le réflexe d'immersion, c'est un réflexe qui est, comme son nom l'indique, autonome, c'est-à-dire qu'on ne le contrôle pas. Dès qu'il y a de l'eau sur le visage et qu'on arrête de respirer, il y a une information de stress qui est envoyé au cerveau, qui va dire là il y a un problème, on est censé avoir le visage à l'air libre, on est censé respirer, et puis quand on arrête de respirer et qu'il y a un brusque changement de température sur ces capteurs au niveau de la bouche, au niveau de tout un tas de parties du visage, je crois au niveau des yeux aussi, ça envoie un message en disant on va bientôt manquer d'oxygène. Donc, il faut préserver cet oxygène précieux. Et c'est ce qu'on appelle ce réflexe, diving réflexe en anglais, réflexe d'immersion. Et instantanément, on a une chute de rythme cardiaque et on a une vasoconstriction périphérique, à savoir que toutes les capillaires qui innervent et qui alimentent en sang toutes les extrémités vont se contracter pour chasser le sang de ces zones finalement qui ne sont pas vitales, et le sang va aller se réfugier dans les organes nobles, à savoir les poumons, le cœur et le cerveau. Donc on a ces organes nobles qui sont suralimentés au moment d'une apnée, et les extrémités qui vont fonctionner avec moins de sang, donc moins d'oxygène. Donc c'est intéressant pour nous, comme ça on sait que nos muscles vont produire un mouvement en utilisant moins d'oxygène. Donc ça nous demande évidemment sur Terre du coup de beaucoup nous entraîner à faire fonctionner nos muscles sans apport d'oxygène pour pouvoir garder l'efficacité, la tonicité, la force et l'endurance de force. Donc voilà ce qui se passe sur ces premiers mètres. Et il arrive un moment de bascule, et je vais vous le montrer en image après, un moment de bascule aux alentours des 30 mètres, où la pression, je vous l'expliquais, la poussée d'Archimède dans un premier temps me maintient en surface, et puis quand je vais descendre, la pression de la colonne d'eau ne va jamais cesser d'augmenter pendant toute la plongée, et va s'exercer sur l'organisme, va s'exercer sur le corps, et notamment on va la ressentir sur les parties creuses, donc les parties où il y a de l'air, les poumons. Et cette pression, elle va se ressentir comme une forme d'écrasement sur la cage thoracique. À la surface, je pars avec environ une dizaine de litres d'air. Arrivé à 10 mètres, on passe de 1 bar à 2 bars, la pression double, l'impact sur le volume pulmonaire par la loi de Boyle-Marriott, P fois V égale constante, pression fois volume égale constante. Les matheux, le volume à 10 mètres, c'est... Bravo. Si P fois V égale constante et que la pression est à 1 bar en surface, que je pars avec 10 litres à la surface, quand la pression passe à 2 bars, puisque c'est une constante, 2 fois 5. Donc voilà, ça fait 5 litres. C'est-à-dire qu'entre 0 et 10 mètres, mon volume va diminuer de moitié. On passe à 20 mètres, P fois V égale constante, il n'y a plus qu'un tiers du volume d'air dans les poumons. Donc la quantité d'air est toujours la même, mais c'est son volume, qui est comprimé. Et donc ça va être une problématique à gérer toute la plongée, et passer 30 mètres, la pression est suffisamment grande pour diminuer le volume, rendre mon corps dense, et j'arrive dans ce moment de bascule où j'ai plus besoin de palmer. Je commence à chuter, à couler. Et donc là, on attaque l'autre grande phase de la descente, c'est la phase de la chute libre, pendant laquelle on est aspiré par le fond. Donc c'est une phase qui est extraordinaire, parce que je suis totalement... je peux m'abandonner
je n'ai plus aucun mouvement à faire. Mais pour autant, il faut gérer cette autre contrainte qui est la pression qui augmente, qui se ressent de manière plus en plus forte ici, qui va entraîner des problèmes techniques au niveau de la compensation des oreilles. Si certains sont déjà amusés à descendre à 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, vous avez dû sentir qu'en descendant, les oreilles s'écrasent. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'air derrière le tympan, et cet air-là est écrasé par la pression, tout comme l'air des poumons. Et donc il faut ramener de l'air contre le tympan pour remettre le tympan droit. Et en fait, ça, on doit le faire toute la descente. Et donc, de 30 mètres jusqu'à 120 mètres, je vais être concentré sur ce volume d'air qui devient de plus en plus rare, sur la pression qui devient de plus en plus forte, pour accepter ces conditions qui deviennent de plus en plus extrêmes. Donc, on rentre dans un univers qui est hostile, avec une pression énorme, il fait de plus en plus froid, il y a de moins en moins de lumière. Et donc là, il faut savoir dans quelle posture se mettre. Le réflexe humain, ça serait de dire oh là là, dehors c'est l'horreur, je me protège. En gros, c'est ça qu'on fait sur Terre. Il y a une tempête dehors, on va se mettre dans une maison et on se met bien au chaud et on se protège. Si je passe là dans les rangs et que je vous pousse, c'est une agression extérieure, vous allez résister. On peut aussi résister, s'opposer, contracter ses muscles. Et bien sous l'eau, en apnée, on doit faire complètement la logique inverse. On ne peut pas s'enfuir, on ne peut pas se protéger, on ne peut pas résister. Le seul truc que l'on est en mesure de faire, c'est de se détendre et d'accepter. Accepter pleinement que cette pression va continuer de nous écraser, et en détendant absolument tous les muscles, en relâchant toutes les tensions du corps, cette pression finalement sera complètement acceptée et ne sera absolument pas douloureuse. Et donc c'est un long mécanisme d'entraînement, de répétition, de progression très très lente et d'adaptation du corps pour être dans cette logique qu'il y a un environnement autour de nous qui est extrêmement agressif et hostile, et nous, on se détend, on ne lutte pas. Et ça, pour un débutant, c'est le truc le plus dur à appréhender, parce que souvent, ça va déclencher une espèce de spasme, une résistance, un stress. Et alors là, par contre, la pression, on la ressent de manière très très forte. Je mets une petite vidéo en live, enfin en live, pas en live, mais c'est l'intégralité d'une descente à 105 mètres sur une compétition. Quand j'ai repris la compétition en 2018, j'ai voulu, après 3 ans de break, après mon accident, refaire une compétition, mais de manière un peu différente. Et je me suis dit, il faut que je trouve un truc un peu sympa. J'ai décidé de plonger donc en Méditerranée, ici à Nice, sans combinaison, en maillot de bain, en sachant qu'en bas, l'eau est glaciale et qu'il faut passer ce qu'on appelle une thermocline, à savoir passer d'une couche d'eau où l'eau est chaude, 24, 25 degrés au mois de juin, à d'un coup passer à l'eau à 13 degrés. C'est très brutal, ça crée énormément de tension sur le corps, et c'était très intéressant de travailler ceci en maillot de bain. Donc là, vous avez la plongée en intégrale. Comme ça, vous allez voir le moment de bascule. Vous allez voir le moment où la caméra, elle bouge un peu au départ. C'est une caméra autonome en fait qui glisse le long d'un câble, et c'était retransmis en direct. Donc vous voyez le mouvement d'ondulation dont je vous parlais. La profondeur là qui évolue, donc on est à 25, on va arriver à 30 mètres. Là, les mouvements ralentissent. Je passe les bras le long du corps. Je fais un dernier petit coup de palme. Et puis là, le corps est suffisamment dense. Et si vous voyez au niveau des poumons, on voit ici que tout est écrasé. Et en fait, le vide commence à se creuser à l'intérieur du corps. Et donc là, je ne fais plus aucun mouvement. Et c'est un moment de plénitude extraordinaire. C'est-à-dire que quand je suis vraiment très très entraîné, j'arrive à savoir, comme je disais tout à l'heure, encore plus précisément, exactement où je suis, à quelle profondeur je suis, depuis combien de temps je suis parti. Et je peux même prédire avant de plonger, ok, là, je vais mettre 1 minute 42 pour arriver en bas. Et quand je suis vraiment bien entraîné, en général, je mets 1 minute 42 exactement. Donc voilà, je ne sais pas si les images sont un peu sombres, mais là on voit que la cage thoracique est de plus en plus comprimée. Et donc ce qui est marrant, c'est de se dire qu'au même moment, le cerveau est extrêmement bien alimenté en sang.
Donc là, on arrive bientôt à 90 mètres. Vous voyez que ça devient de plus en plus sombre. Là, l'eau, elle est glacée, gelée. Et en maillot de bain, alors qu'on a envie de hurler de l'intérieur, eh ben, il faut se détacher totalement. Donc ça, c'est peut-être un truc assez intéressant. Donc voilà, j'arrive à 100 et 105 mètres. Hop, je prends une petite plaquette. Et là, j'amorce la remontée. Donc ce que je voulais dire, c'était quoi? Mince, j'avais un truc intéressant à dire. Enfin, j'avais un truc intéressant, punaise. Tac, tac, tac. Ah oui, la température. Voilà, cette expérience. Alors ça, je suis bien curieux de savoir parce que au niveau du corps, bon bah, c'était une histoire d'adaptation. Mais je me rappelle avoir vraiment fait un gros travail mental sur ce passage en fait, le passage du chaud au froid et comment créer une mise à distance. À savoir qu'au bout d'un moment, je passais cette barrière de froid de manière totalement comme si le corps était devenu insensible. C'est-à-dire que je ressentais le froid, il était là, mais il ne venait pas créer de crispation sur le corps. Donc j'ai réussi à créer cette mise à distance et donc devenir spectateur de la réaction du corps. Donc ça a été le truc le plus passionnant de cette aventure. Si je pourrais réagir. Bon là, je pense que c'est une phase qui est extraordinaire. Là. Il nous décrit quand même des choses qui sont hors normes, puisque je pense qu'il faut être extrêmement entraîné pour arriver à passer ce cap. Et puis, ça m'a intéressé aussi quand tu dis, là, il y a une forme de dépassement de soi qui te permet de descendre, de ne plus avoir froid, de lutte contre soi. Alors, le truc, c'est ça, c'est qu'il y a un dépassement de soi, mais sans avoir la volonté de se dépasser. C'est pas du tout cette hargne de dire je vais y arriver, pas du tout, jamais ça. C'est du lâcher prise. Ouais, au contraire, il faut tout lâcher. Ouais. Et dès qu'il y a un trop plein de volonté, ça marche plus, justement. C'est probablement extrêmement complexe ce qui se passe dans son cerveau, et j'ai pas du tout la prétention de vous l'expliquer, mais ah bah non, si, t'es là, tu expliques tout. Pour le coup, on a des régions peut-être différentes qui changent. Et quand il dit que je me regarde, je suis hors de moi, nous, on a un domaine des neurosciences qui est extraordinaire qui s'appelle la métacognition. Donc c'est la pensée de sa propre pensée, être capable de faire un retour sur, par exemple, un calcul qu'on décortique par étapes. Là, on se voit en train de se voir. Donc ça s'appelle la métacognition. Et c'est passionnant parce que c'est peut-être probablement des régions un tout petit peu différentes, plus profondes dans le cerveau, qui communiquent avec les régions précédentes, donc qui vont dans le prolongement de ton exercice et qui permettent de faire le travail qui n'est plus un travail de lutte, mais de lâcher prise, parce que tu es en pleine conscience de ce qui se produit. Et ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Après, je me perds un peu dans les profondeurs parce qu'il y a tellement de mécanismes qui doivent rentrer en jeu que je te laisse poursuivre. Hein. Pour rejoindre ce que tu dis, tout ça, c'est possible. En tout cas, être dans ces phases d'acceptation en maillot de bain pour passer le froid et même en temps normal, juste avec la combinaison pour accepter cette pression qui augmente. En fait, il y a un énorme travail à sec, à terre, de visualisation. Où j'essaye de prendre ces moments un peu critiques, un peu compliqués, et je les répète mentalement en essayant de ressentir, sans le vivre, ces phases de transition. Et le fait de les répéter, c'est comme si finalement quand j'y arrivais, elles étaient mieux acquises. Alors je sais pas. Ouais, alors je pense que oui, ça c'est effectivement le cas chez tous les musiciens, par exemple avant un concert. Les grands spécialistes de virtuosité sur un instrument, ils vont se projeter d'ailleurs plus lentement. Ils vont jouer la partition plus lentement pour être capables de la jouer beaucoup plus vite, mais aussi décortiquer toutes les phases que tu cites. Donc ça, c'est un travail préparatoire qui doit largement y contribuer. L'autre chose je ne sais pas si vous avez entendu dans ces mots, on a l'impression qu'il arrive dans un état de transe à un moment quand même, hein, un état de conscience modifié. C'est ça que je voulais essayer de travailler avec toi. Peut-être qu'à la prochaine étape, on arrivera à une conscience un peu modifiée avec la privation en oxygène. Je pense qu'on pourra à ce moment-là demander aux spécialistes de la respiration de nous éclairer sur la complexité de ce qui se passe aussi. Hein.
Alors ensuite, j'arrive en bas. Pour casser l'image du Grand Bleu, si vous vous rappelez, ceux qui l'ont vu, Jean-Marc Barr, il hésite, il voit des dauphins et puis il se dit tiens, je vais rester en bas. Jamais ça nous arrive. Voilà, en gros, nous on est en bas, on prend notre petite plaquette et on a envie de remonter. Parce qu'on est des terriens, parce que voilà, en tout cas je parle à mon nom, mais c'est un film, c'est romancé. Alors c'est pas pour autant qu'on n'a pas l'ivresse des profondeurs, je vais en parler juste après. En tout cas, au fond, le sentiment qui prédomine pour moi, c'est ce sentiment d'avoir de la chance déjà d'arriver à être là, de vraiment ressentir que j'ai a priori rien à y faire, parce que tout est assez hostile, et c'est plutôt un sentiment d'humilité, j'ai la sensation plutôt d'arriver sur la pointe des pieds, je prends ce que j'ai à prendre, je regarde, et puis je m'en vais. Mais pour autant, une apnée vraiment réussie, c'est celle où, en bas, malgré cet éloignement de la surface, je me sens bien et je ne ressens pas l'urgence. Voilà, ça c'est un truc important. On s'imagine, quand on ne connaît pas la discipline, que je pars de la surface, je me dis, mon Dieu, je fais une descente en enfer, je descends, quand ça devient insoutenable, moi, je remonte. C'est pas du tout ça. Pourquoi tout le monde pense ça? Parce que c'est ce qu'on peut ressentir quand on n'a jamais fait, et puis qu'on essaie de descendre à 4-5 mètres, on y va en force, on arrive en bas, on regarde la surface qui paraît être super loin, on remonte très vite. Nous, on ne peut pas vivre une apnée comme ça, sinon ça serait un véritable enfer de descendre à plus de 100 mètres si on l'abordait avec ce rapport-là à l'urgence. Donc il n'y a pas du tout de notion d'urgence. Je reste sur une temporalité très maîtrisée et surtout, je me dis pas à ce moment-là, waouh, ça y est, record du monde, c'est gagné. Pas du tout, c'est la moitié du chemin. Il y a tout le reste à faire et surtout que tout le reste, c'est la partie la plus compliquée et la plus dure. Donc je pense que ce sentiment d'humilité, Alexia est partie, mais c'est à mon avis le propre de toutes les disciplines en rapport avec la pleine nature. Quand on est en plein milieu de l'océan, quand on est sur une paroi en train de grimper à un très haut sommet, moi quand je suis tout en bas, on ne peut pas à ce moment-là se sentir le guerrier, le champion. Non, on se sent très vulnérable et on a juste envie d'être discret, de faire ce qu'il y a à faire et puis de remonter. Et on sera bien content de célébrer en surface. Mais il n'y a aucune véritable célébration en bas. Il y a juste un moment de plénitude, quand tout se passe bien, quand on vit une forme d'état de grâce. C'est ce qu'on essaye. Tous les sportifs essaient de vivre ça, arriver en bas, être dans la sensation de maîtrise totale de la performance. Là, je sais pas si. J'ai pas grand chose à dire, Ouais, à part laisser la parole aux philosophes, peut-être. Les régions de la modestie, on les connaît pas. J'ai juste mis une petite vidéo qui est un extrait d'un film, One Breath Around the World. Peut-être vous l'avez déjà vu ou si vous ne l'avez pas vu, allez le voir sur internet, c'est gratuit. Et c'est un film qui dure 12 minutes, c'est la séquence finale. Parce que c'est d'autres moments comme cela où on ressent un sentiment d'humilité. Parce que là, on est face au. Là, je suis face aux cachalots, les mammifères marins parmi les plus profonds au monde. Et ce sont des bêtes très impressionnantes qui sont bien plus. Qui sont les vrais champions d'apnée. La remontée, comme je vous l'ai expliqué, c'est on va dire une seule et grande phase qui est très difficile. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu sur les images tout à l'heure, à partir de 30 mètres, je coule, je ne fais plus aucun effort.
Donc c'est une phase, bien qu'il y ait la difficulté de la pression qui écrase l'organisme, ça reste une phase très agréable parce qu'il y a cette sensation de liberté, de voler, de se laisser totalement happer par les profondeurs. Et par contre, le prix à payer, c'est qu'en bas, il faut palmer très fort pour remonter en surface. Si je relâche mon rythme, si j'arrête de palmer, je vais recouler. Donc du coup, toute la préparation physique que l'on peut faire, le vélo, si vous vous demandez mais pourquoi on fait du vélo pour se préparer en apnée, c'est pour vraiment avoir au niveau musculaire la puissance, l'endurance de force pour pouvoir tenir toute la remontée. On se prépare pour gérer des très 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 hautes tolérances en acide lactique. Donc ce n'est pas que en faisant du vélo ou en faisant de la muscu, il y a des exercices spécifiques en apnée, mais en tout cas une préparation sérieuse et solide est indispensable pour pouvoir maintenir un certain rythme toute la remontée et ne pas s'effondrer. Puisque pendant la remontée, donc il faut palmer, il y a à un moment donné l'envie de respirer qui va se réveiller. Vous l'avez vu tout à l'heure quand j'étais sur la chaise. À un moment donné, vous avez commencé, sûrement vous m'avez vu en train de faire des espèces de mouvements. On appelle ça des spasmes. En gros, le spasme, c'est quoi? C'est une information. C'est le cerveau qui va analyser. Alors, je ne sais plus c'est quelle zone du cerveau qui analyse ça. La concentration de CO2. Ouais, voilà, c'est le tronc cérébral qui va être sensible au taux de CO2 dans l'organisme. Quand on est en apnée, on ne respire pas. Donc, puisqu'on ne respire pas, on n'expire pas. Donc le CO2 s'accumule. Le CO2, c'est le gaz qui est produit par l'organisme, par les muscles, par l'ensemble du métabolisme, qui est le déchet résultat de la respiration cellulaire. On absorbe l'oxygène, on recrache du CO2, le CO2 s'accumule, et à un moment donné, cette accumulation de CO2 va alerter le cerveau va envoyer un signal au niveau des muscles de la respiration pour dire là il y a un problème, on a trop de CO2, il faut se contracter, il faut éliminer ce trop plein, il faut respirer. Et donc quand on est sous l'eau, évidemment on ne peut pas respirer, donc on a ces muscles qui veulent nous faire inspirer, mais nous on ne peut pas, donc c'est ces spasmes-là qu'on va ressentir. En plus de ça, il y a une accumulation d'acide lactique. L'acide lactique, c'est un déchet aussi. Le déchet produit par les muscles qui crée de l'énergie sans apport d'oxygène, ce qu'on appelle le métabolisme anaérobie lactique. Donc le muscle est capable de produire de l'énergie sans apport d'oxygène, et en conséquence de cela, il va recracher, il va relarguer dans la circulation de l'acide lactique. L'acide lactique s'accumule dans l'organisme, et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il vient perturber la contraction musculaire. On va palmer de manière moins efficace. On va sentir la brûlure dans les jambes. Vous avez tous un jour, vous êtes tous amusés à courir dans les escaliers, à faire du vélo dans une côte. Quand ça brûle, vous avez envie de poser le pied au sol. Nous, c'est ça, mais puissance 10, parce qu'on ne peut pas le réguler par la respiration. Et donc, il n'y a que l'entraînement qui nous permet d'accepter cette sensation-là. Et puis, en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, on doit gérer la narcose. La narcose, c'est l'ivresse des profondeurs. Je vous en parlais tout à l'heure dans le Grand Bleu. Jean-Marc Barr qui veut se barrer avec les dauphins, c'est l'ivresse des profondeurs, romantique. Nous, la vraie narcose, on l'a subie pendant toute la remontée, et elle vient perturber le fonctionnement du cerveau, elle vient perturber la lucidité. En gros, on perd un peu le sens, un certain sens de la réalité. Je garde la lucidité, je sais que j'ai qu'une chose à faire, c'est remonter pour palmer. Par contre, c'est comme si le temps se distendait, les pensées s'accélèrent. Une pensée succède à une autre sans que je puisse le contrôler. Les sons sont modifiés également. Et là encore une fois, pour parler de l'investigation qu'il faudrait faire au niveau du cerveau, on ne sait pas exactement ce qui se passe, parce que la narcose, elle est vécue et subie en plongée en bouteille. Donc quand on respire de l'air, et on sait l'attribuer, on sait quels sont les mécanismes, c'est l'azote. C'est de l'azote qui se dissout dans le sang du fait de la pression, et l'azote est un gaz narcotique qui vient perturber le fonctionnement du cerveau, sauf que l'azote entraîne une ivresse qui est assez caractéristique.
C'est une ivresse qui vient ralentir, qui vient nous empêcher de penser, qui peut avoir même parfois qui peut nous faire sourire, un peu comme, bon, on va y aller franco, un peu comme quand on fume un joint. Voilà. Je ne fume pas de joint, mais je sais que c'est cet effet-là que ça peut produire l'ivresse à la narcose à l'azote. Nous, ce n'est pas du tout ça. C'est une ivresse que l'on peut comparer à, je reste dans le domaine des drogues, et encore une fois, c'est un truc que je n'ai pas testé, mais que tout le monde m'a témoigné. C'est un peu comme si on était sous acide, c'est-à-dire une espèce de pensée incontrôlable et une sensation d'accélération. Et c'est pas agréable. C'est pour ça que je dis que la vision de Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu, elle peut presque paraître cool, même si au final, il ne remonte pas. Mais pour nous, c'est pas agréable. Et on doit gérer pendant la remontée ces pensées qui sont hors de contrôle, ce son qui peut parfois être extrêmement métallique, l'envie de respirer et les jambes qui brûlent. Et c'est pour ça que j'ai écrit être présent, c'est que malgré tous ces signaux-là, il y a un seul truc qui me permet de remonter en surface, c'est de ne pas céder à la panique. C'est à aucun moment lever la tête pour regarder où est la surface. Parce que si je le fais alors que je suis encore à 70 mètres, le moment où il y a à peu près tout ce cocktail qui est au plus fort, je ne verrai même pas la surface. Et donc là, je pourrais rentrer dans une forme de panique, me dire mon Dieu, mais c'est dur, c'est compliqué. Et donc là, il y a aussi cet exercice de mise à distance et de concentration extrême pour ne rien changer. Je n'accélère pas et je garde une espèce de constance dans le mouvement. C'est pas facile, c'est pas le moment qu'on préfère dans une apnée. Plus on est entraîné, plus j'arrive à garder une forme de distance avec ces sens-là qui se réveillent dans tous les sens. Mais c'est vraiment pas évident. Alors ça, comment on peut étudier la narcose? Est-ce que tu as une idée de, est-ce que tu penses est-ce que tu valides le fait que ça peut être le CO2? Pour moi, c'est le CO2. C'est une narcose moi, de CO2. je valide les symptômes que tu dis qu'on retrouve dans des intoxications aiguës, dans la prise de toxiques, ce qui est rapporté par l'utilisation de psilocybine ou de LSD, avec une forme d'hallucination peu élaborée. C'est exactement ça. Et tu le traduis bien dans le court-métrage Narcose. Et c'est d'ailleurs pas forcément agréable, hein, d'après ce que tu décris. C'est des choses qui sont un peu, c'est hostile, ça vient contre notre volonté. Et c'est typiquement ce qu'on voit chez les patients qui ont des hallucinations neurologiques et qu'on différencie bien avec les hallucinations psychiatriques, qui sont souvent en psychiatrie des délires très construits. Là, c'est peu élaboré et ça vient, on ne sait pas pourquoi. C'est multimodal puisque tu parles de son, de vision. Et souvent c'est désagréable, hein. On a même des odeurs qui peuvent être désagréables dans les crises d'épilepsie. Je rapprocherai plus ça des crises d'épilepsie ou une dysfonction focale des régions sensitives, motrices, auditives, enfin tout ça. Tout se mélange, c'est un petit peu... Et c'est pas ce qu'on ressent effectivement dans le protoxyde d'azote, donc tu as raison, il faut le souligner. C'est pas très euphorisant a priori, alors que le protoxyde d'azote va générer une anesthésie. T'as pas l'air d'être forcément anesthésié non plus. Au contraire, t'es toujours tout à fait présent. Bref, c'est intéressant. Je pense que pour l'étudier, il faut écouter des gens comme toi parce qu'on a des clés déjà dans le dysfonctionnement de ce que tu ressens par rapport à d'autres choses. Après, on réfléchira, si tu veux bien, à des protocoles pour le faire parce que c'est naturel, là, hein. Il n'y a pas de substance extérieure, c'est le cerveau qui produit ça. Et il est probablement aidé par le CO2. On sait que oui, l'hypercapnie peut générer aussi des hallucinations. Et puis parfois aussi, on peut parler, j'en dirais, il faudrait plutôt demander au docteur Steven Loris, là, que tu as rencontré, qui a étudié ça, les expériences de mort imminente. Il y a des descriptions de flashs lumineux, de tunnels, de visions qui se brouillent, et puis parfois un peu d'extase aussi quand même, un peu mais très bref, quoi. Donc, Alors ça, effectivement, j'ai pu ressentir parfois ça sur des apnées très difficiles, très engagées. Sur la fin de l'apnée, vous devez avoir peur de vous dire mais c'est quoi cette horreur, ce sport? Alors c'est vraiment, là je parle d'une apnée très engagée. Là c'est une apnée de record. 99,9% des apnées que je vais produire régulièrement, ce sont toutes ces apnées qui vont me permettre d'adapter l'organisme et d'arriver à maîtriser
voilà, les quelques rares apnées où je vais aller chercher à dépasser ces limites. Parfois, ces apnées-là, ils peuvent être moins agréables, notamment sur la phase de la remontée, mais ça permet derrière de revenir un petit peu moins profond et de ne pas vivre du tout ces sentiments désagréables, en tout cas de les garder à distance. Juste au cas où il y en a certains qui se disent, tiens, dans le début de la conférence, ça m'a donné envie, là moins. Il faut vraiment des années de pratique et vraiment aller chercher la petite bête, le record, enfin en tout cas ses records personnels et aller à une certaine profondeur pour ressentir les effets de la narcose notamment. Moi j'ai pas ressenti de narcose avant d'arriver dans les 100 mètres. Avant ça on ne ressent pas de narcose. Donc voilà, c'est vraiment... Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est vraiment en lien avec la pression. C'est l'hypercapnie en milieu hyperbarique. Je pense que c'est un peu comme l'azote. Hein. L'azote, il y en a 80% dans l'air qu'on respire. Il rentre, il ressort. Quand on est sous pression, cet azote-là va se dissoudre dans le sang et va avoir un effet narcotique. Sur Terre, les entraînements en hypercapnie, on en fait beaucoup. En piscine notamment ou sur vélo d'appartement, ce sont des exercices où on va seulement entraîner l'adaptation et on va s'habituer au côté désagréable de l'envie de respirer, mais on va absolument pas avoir d'altération au niveau de la lucidité, de la conscience. Donc non, c'est vraiment en lien avec la pression. Quand j'arrive à 20 mètres de la surface, décidément, là, je ne vais vraiment pas vous convaincre de faire de l'apnée. Hein. Mais bon, je suis obligé de vous parler de tout parce que voilà, c'est encore une fois, c'est l'apnée de compétition. On arrive dans une zone qu'on appelle la zone de danger, et c'est important de le préciser aussi parce que c'est une des règles fondamentales de la plongée, de l'apnée, c'est qu'on ne plonge jamais seul. Là, j'ai pris volontairement cette image qui est extraite du film Narcose, où il y a les deux apnistes de sécurité qui me rejoignent et qui m'accompagnent sur les 20-30 derniers mètres de la plongée. Pourquoi ? Parce que la fin de l'apnée, c'est là où on a utilisé une grande quantité de notre oxygène, et c'est là où on peut risquer de tomber en syncope. Syncope, c'est une perte de connaissance. Et là aussi, on pourra avoir un éclairage. En tout cas, je pense que tu vas nous casser une idée reçue sur la syncope, parce que souvent, dans le grand public, on se dit quand on fait une syncope, on grille plein de neurones. Pas exactement, parce que quand on est en apnée, le cerveau est encore alimenté en oxygène, même si on fait des apnées de 5 minutes, 6 minutes. Tout à l'heure, je n'ai pas grillé de neurones. Pour beaucoup de gens, dès qu'on fait plus de 3 minutes d'apnée, on grille des neurones, parce qu'on a entendu que si le cerveau n'est pas alimenté en oxygène pendant plus de 3 minutes, on grille des neurones. Donc c'est, je pense, en tout cas c'est ce qu'on a vu voir quand j'ai fait l'IRM fonctionnel avec le docteur Steven Lorez, 2h30 dans un IRM, quelques mois après mon accident, après 20 ans d'apnée, le cerveau il est totalement intact. Il n'y a pas la moindre trace de la moindre lésion, malgré le fait d'avoir eu quelques petits accidents par-ci par-là. Donc le cerveau n'est pas entamé quand on fait une perte de connaissance. Je vous montre à quoi sert l'équipe de sécurité. Ça, c'est le jour des 139 mètres, où on m'a mis 10 mètres de plus. Là, je ne suis plus là, rideau, et je perds conscience, et les apnées de sécurité me remontent en bouchant les voies aériennes pour éviter que j'inhale de l'eau et me remonte à la surface. Qu'on fasse un record ou qu'on aille plonger pour s'amuser dans sa piscine, dans une piscine municipale, c'est un truc à ne jamais faire tout seul. Voilà, c'est un truc à retenir. Si vous vous dites, ah, ça peut être sympa, j'ai envie de voir combien je fais, il a fait 5 minutes sur sa chaise, moi je vais me mettre dans la piscine ce soir pour voir, ou dans la baignoire, ne pas le faire. Jamais le faire tout seul. Et je le dis ça sur le ton de la rigolade, mais après le Grand Bleu, il y a eu des accidents dramatiques de gamins, d'adolescents qui ont vu ce truc-là, qui se sont dit mon Dieu, ça a l'air génial, et qui se sont noyés dans des piscines parce qu'ils ont voulu battre leur record personnel tout seul. Donc jamais faire d'apnée tout seul, avoir toujours quelqu'un qui surveille et si possible quelqu'un qui sait quoi faire s'il y a un problème. Donc voilà, c'était important de mentionner ça. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait une syncope ? Désolé, je parle beaucoup. Hein. C'est bien, je pense que tu rappelles ça, c'est important parce que il y a des drames, donc ça il faut éviter. Puis il y a les secouristes pour ça, hein, ils sont formés et on peut arriver à sauver des vies facilement si les choses sont bien gérées.
Ouais, c'est vrai que j'ai pas précisé. Dysfonction neuronale, j'ai utilisé ce terme tout à l'heure. J'ai parlé d'épilepsie. Il faut savoir que ces phénomènes sont réversibles, quoi, en fait. Hein. Il y a pas du tout. Le mythe est bien cassé. Encore une fois, les plongeurs, ils ont montré aux scientifiques qu'ils avaient tort. Là, il y a quelque chose de réversible qui n'est pas forcément nuisible au cerveau, en tout cas pathologique. Et il y a des centaines de causes de perte de conscience. Et après ces causes-là, ça peut être un traumatisme crânien, on étudie ça dans le sport, une commotion cérébrale. Généralement, les choses se remettent rapidement, quoi. On a un cerveau qui est assez résilient et il peut y avoir quelques dégâts, mais si les choses sont bien faites, ça va. C'est réversible, c'est transitoire, c'est comme de l'épilepsie. Et il faut passer des messages qui sont rassurants par rapport aux symptômes dont il parle. Aujourd'hui, on commence à les connaître relativement bien. Donc je suis assez d'accord avec cette étape, quoi. Donc en gros, pour qu'il y ait, si on doit coller avec cette idée reçue des 3 minutes, est-ce que ça veut dire que si quelqu'un fait une syncope et qu'à partir du moment de la syncope, il reste 3 minutes sans reventiler, est-ce que là, il peut commencer à avoir des lésions ou est-ce que ces 3 minutes, c'est une espèce d'idée, c'est plus, c'est moins Alors je me méfie parce qu'il y a le chef des urgences là qui est pas loin et qui connaît mieux. D'ailleurs, il pourrait répondre mieux que moi à cette question. Moi, ce que je sais, c'est que déjà, on va jouer sur les mots, mais c'est important. La syncope, c'est d'origine cardiaque. Donc là, c'est probablement tu n'as pas fait un arrêt cardiaque parce qu'on ne t'a pas massé, etc. Donc là, c'était plus une perte de connaissance. Alors, dans le langage de l'apnée, c'est devenu on dit syncope, mais c'est c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'insister sur ça. Comme on utilise le terme malaise, on utilise trop ce terme aux urgences, ça veut tout et rien dire. Et il y a, comme j'ai rappelé, des crises d'épilepsie, des hypotensions orthostatiques. C'est pas impossible que ta tension était trop basse, donc il n'y avait plus de sang dans le cerveau, et du coup, il y a une perte de connaissance réversible qui se produit, c'est pas grave. Ça peut être un trouble du rythme cardiaque, ça peut être un arrêt cardiaque, ça peut être un arrêt respiratoire puis cardiaque. Ça, c'est à voir, mais visiblement, c'était pas une syncope là. Donc, je pense que même, il faut voir. Je pense que les apnéistes ne font jamais de syncope. Et non, parce que la syncope, c'est un arrêt cardiaque. Il repart, mais c'est un trouble du rythme cardiaque, et donc généralement, c'est pas le terme qu'on emploie. Donc voilà. En anglais, on dit blackout. Blackout, comme dans le sport en fait, comme un KO. C'est comme quand un boxeur va prendre un KO. Donc là, c'est une sidération de l'ensemble des régions cérébrales qui vont servir à la conscience. Je pense que là, il faut vraiment discuter avec l'équipe de recherche de Stephen Lorais. On en a parlé plusieurs fois, mais eux, c'est les pionniers dans l'étude de la conscience. Il faudrait qu'on fasse de même, sans forcément te faire perdre connaissance gratuitement. Si possible, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà fait des mesures au niveau, en prenant une mesure de saturation au cours d'une apnée statique, parce que ça c'est facile à mesurer, donc dans un bassin. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les scientifiques qui prenaient ces mesures étaient étonnés à quel point on était capable de descendre bas au niveau de la saturation tout en restant conscient. Là, il faut donner la parole à Benjamin, le spécialiste. Allez, oui. Bonjour, je suis content de te rencontrer. Alors en fait, quand je t'écoutais parler, je me suis dit, mais bon sang, c'est pas une semaine du cerveau qu'il faut faire, c'est une semaine du poumon pour parler juste de l'apnée. Alors moi j'ai lu des trucs sur justement l'apnée et pourquoi est-ce qu'il y a ce qui n'est pas une syncope, mais alors c'est un phénomène qui est assez compliqué et qui vient du fait que justement il y a le changement de volume du poumon quand on descend. Donc le poumon, enfin en tout cas la partie aérienne se contracte, donc on a une augmentation en fait de la concentration de l'oxygène, parce qu'il y a la même quantité d'oxygène mais dans un volume plus petit. Donc en fait quand tu es au fond, tu es content parce qu'il y a plein d'oxygène de disponible, puisqu'en fait c'est la différence de concentration entre le poumon et le sang qui fait le transfert en fait de l'oxygène vers le sang. Ça c'est bien quand on est au fond, d'ailleurs ça doit créer un peu d'euphorie je pense, puisqu'il y a beaucoup d'oxygène, voilà, on est content, voilà, c'est bon, sachant que l'oxygène c'est un peu toxique quand même, donc quand il y en a trop, on a des phénomènes en particulier dans le cerveau, mais ça je ne saurais pas l'expliquer. Peut-être ça explique un peu la narcose. Moi, je pense que la narcose c'est un espèce de mélange entre tout, la pression partielle de l'oxygène très élevée, le CO2 qui prend le relais, parce que la narcose elle est là toute la remontée jusqu'à la surface. Donc est-ce qu'il y a de l'hypoxie à un moment donné à la fin qui vient aussi Alors oui, justement. Et en fait, je pense que c'est un mélange de tout ça. Hyperoxie en bas, hypercapnie au milieu, hypoxie plus hypercapnie en haut.
Ouais, tout à fait. Bah, justement, je revenais à ce phénomène-là parce que moi, je pense, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a de l'hypoxie parce qu'on consomme l'oxygène au fond facilement parce que la concentration est élevée, mais quand on remonte, il se passe le phénomène inverse. Le poumon se dilate et la concentration d'oxygène chute et donc le transfert vers le sang est affecté. Et là, on va se retrouver, arriver à un moment où la concentration d'oxygène va être très basse parce qu'on aura consommé l'oxygène. Et arrivé à peu près au niveau de la surface, on va être... Alors, si ça s'est mal passé, si ça s'est bien passé, on n'y est pas, en hypoxie, c'est-à-dire on n'a plus assez d'oxygène pour irriguer le cerveau en particulier, ce qui va faire chuter quelque part, le fonctionnement du cerveau va être affecté par cet oxygène qui est bas, et donc ça peut créer ce que vous appelez en apnée la syncope, ce qui n'est pas la vraie Pas une syncope. Voilà. Enfin, Je vais œuvrer voilà. pour faire disparaître ce voilà, c'est ça, ce c'est terme. important. Donc en fait, il y a un phénomène qui est probablement couplé à plein d'autres choses, qui est le manque d'oxygène dans le cerveau si je ne sais pas comment appeler ça, l'épreuve, la plongée, s'est mal passée. Donc c'est une hypothèse pour expliquer la syncope. Il se passe plein d'autres choses dans le poumon. Voilà. Alors, j'ai une question. J'avais lu que la syncope n'était pas du fait qu'il n'y ait plus d'oxygène, mais qu'il y ait un capteur qui, à partir d'un certain moment, préfère faire disjoncter le cerveau pour qu'il y ait une utilisation minime de ce qu'il reste d'oxygène, mais qu'il en restait quand même. Ouais, alors en fait, comme un fusible. Est-ce que c'est ça ou pas du tout? Alors c'est intéressant. Alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas. Il faudrait que je me renseigne, que je lise des articles sur ça, mais que quand on a un manque d'oxygène dans le cerveau, en fait, on s'évanouit, donc on a une syncope, parce que quand on est allongé, le cœur a moins de mal à envoyer le sang dans le cerveau. Donc c'est une espèce d'adaptation qui serait, j'ai pas assez d'oxygène dans le cerveau, donc je tombe. Et puis, quand on est par terre, la gravité, elle n'est pas la même, donc ça fait monter le sang plus facilement dans le cerveau. Évidemment, c'est très différent quand on fait de l'apnée. Donc, je ne sais pas répondre à cette question, mais... Alors peut-être que, alors du coup, ça va être la fin de, j'ai mis gérer l'échec, mais il y a aussi le succès. En général, c'est comme ça qu'on sort. On est content, on respire, et en fait, on a adopté une méthode de ventilation de récupération. Et encore une fois, c'est un truc ultra empirique. On est allé regarder ce qui se faisait ailleurs. On est allé voir chez les pilotes de chasse qui, quand ils sont soumis à plusieurs jets, je ne sais pas comment on appelle cette manœuvre, mais ils inspirent et ils compriment pour maintenir une pression au niveau cérébral élevée. Et en fait, ils font ça quand ils sont en manœuvre, qu'ils font des loopings et que le champ visuel se rétrécit, qu'ils sont sur le point de perdre connaissance. Nous, on fait ça. En fait, c'est notre méthode de respiration de retour à la surface. Donc, dès qu'on sort de l'eau, on va expirer le dernier volume d'air qui nous reste dans les poumons dans les 2 derniers mètres, histoire d'arriver en surface et tout de suite faire... Et là, on bloque. On le fait 3 fois. Et cette compression, j'ai l'impression qu'elle est vraiment radicale dans le maintien, quand on est un peu limite, d'un état d'éveil. Alors on ne va pas le faire à chaque fois, mais finalement on s'entraîne un peu et on prend l'habitude pour gérer des situations critiques. Et alors ça, je pense que ça a un lien avec la pression au niveau... Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand vous remontez, ce qui se passe, c'est que les vasoconstrictions vont diminuer, donc le sang va être redirigé vers les parties périphériques, ce qui fait que... Alors il y a un effet transitoire qui fait qu'il y en a moins dans le cerveau. Donc en fait, pour compenser le fait de se contracter, ça va peut-être maintenir un peu la pression sanguine et permettre de maintenir le sang dans le cerveau et d'éviter l'évanouissement qui, je crois, élimine la performance. Oui, c'est ça. Qui, de toute façon, pas très agréable, même au-delà de, au-delà de ça, l'entraînement, voilà, on essaie de jamais que ça arrive jamais. Bon voilà, mais il y a plein d'autres choses, je ne veux pas parler tout le temps, mais quand j'ai un petit peu préparé, à vrai dire, j'ai lu des choses sur l'apnée, j'ai découvert plein de choses, et c'est très intéressant. Sur les 3-4 premières phases, dans l'ordre, parce que comme ça je synchronise le cerveau avec les poumons, c'est ce qui se fait. Et le cœur aussi, il faudrait un cardiologue. En fait, Guillaume a vraiment très bien présenté les choses, donc je ne sais pas ce que je pourrais ajouter, à part que effectivement au début l'idée c'est de mettre le plus d'air et d'oxygène en fait dans le poumon,
plus on en met, plus la réserve qu'on a dans la plongée, c'est ce que tu as dit, hein, c'est très clair. Je vais rajouter un truc, je pense qui te fera plaisir. La carpe, donc cette espèce de manœuvre de compression, on ne la fait jamais. Okay, c'est réservé vraiment à. On est d'accord, ça peut être dangereux. On peut faire des surpressions pulmonaires. On a même certains qui ont eu un décollement de la plèvre en faisant cette méthode-là, absolument interdite à tous les débutants et même des pratiquants. Voilà, c'est en gros réservé à des pratiquants compétiteurs, hein, qui ont des années d'expérience, qui savent le gérer. Et donc, il ne faut surtout pas s'amuser à le faire, pour avoir plus d'air dans les poumons. Désolé, je te coupe parce que souvent, c'est un truc qui attire, qui fascine. Non, c'est très bien. On peut déchirer ses tissus pulmonaires, avoir des œdèmes pulmonaires, du sang dans les poumons. Il ne faut surtout pas le faire. Donc, c'est important de le dire. Ouais. C'est comme plonger sans expérience, je pense qu'il ne faut pas le faire non plus. Voilà. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est le réflexe d'immersion, donc, qui est très important, qui reste très mal connu, je pense. Hein. Il se passe des choses. On sait que chez les mammifères marins, il existe aussi, il est décuplé d'ailleurs, il y a plein d'autres adaptations. Hein. C'est très intéressant de comparer. Voilà, chez les enfants aussi, il est plus fort, donc chez les petits. Ouais. Oui, tout à fait. Donc il y a tout un tas. On perd, oui, c'est ça, exactement. En fait, chez les tout petits, effectivement, on bloque la respiration automatiquement. C'est les bébés nageurs, c'est les enfants, on les met sous l'eau et puis ils sont très contents. Un adulte, lui, va plutôt retenir sa respiration, ça va être moins mécanique. Par contre, il y a tout un tas d'effets aussi qui apparaissent, qui sont vraiment incroyables. Hein. On se dit, on a un peu d'eau sur le visage et il se passe ces choses, c'est incroyable. Voilà, et puis effectivement, quand on plonge... Oui, tu voulais... Non, mais c'est un phénomène, le phénomène qui était peu connu et qui avait amené dans les années 60-70 les scientifiques et la communauté à penser qu'il y avait une limite physiologique. Je vous l'expliquais tout à l'heure en introduction, la limite du corps à la grande pression. En gros, on calculait à l'époque le volume résiduel d'un individu. Donc volume résiduel, c'est un volume qui n'est pas censé être mobilisable. Quand vous expirez tout votre air, à un moment donné, il n'y a plus rien qui sort, vous dites il n'y a plus rien, s'il reste un volume à l'intérieur qui s'appelle le volume résiduel. Et en fait, ce volume résiduel, grâce à la loi de Boyle-Mariotte, en gros, on pouvait déterminer de manière théorique une profondeur à laquelle on n'est plus censé être capable d'aller, puisqu'on n'est pas censé être capable d'aller au-delà du volume résiduel. Et puis on s'est rendu compte qu'on était capable d'aller bien au-delà, et ce qui a permis de découvrir un mécanisme qui n'était pas connu avant, qui s'appelle le blood shift. Donc, ça, je ne sais pas si tu veux le décrire ou si tu veux. Vas-y, tu le dis tellement bien. Le blood shift, c'est en gros un réflexe. Enfin, c'est pas un réflexe, c'est une adaptation mécanique pour protéger les poumons de l'affaissement. En gros, la paroi pulmonaire va se gorger de sang et va permettre aux poumons d'aller au-delà de ce volume résiduel. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, oui, les poumons, il faut les imaginer comme un sac qui est innervé, qui est rempli de capillaires. Et quand on va au-delà de ce volume résiduel et que la pression continue d'augmenter pour éviter que tout s'affaisse et qu'on implose et que ça se déchire, c'est la paroi qui va se déformer en se gorgeant de sang. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de réflexe, c'est-à-dire qu'on ne le contrôle pas, on ne peut juste que laisser le corps s'adapter, progresser très lentement. Et c'est en ça, tout à l'heure, que j'expliquais l'importance, la nécessité d'apprendre à se détendre, à se relâcher. Parce que si, avec un poumon qui est gorgé de sang, donc la paroi pulmonaire gorgée de sang, on a une crispation, un spasme, ça va créer une dépression intrapulmonaire et le sang va passer la paroi alvéolo-capillaire et donc on va avoir du sang dans les poumons. Donc ce mécanisme-là, c'est passionnant, c'est de se dire qu'il était inconnu et il a fallu que les apnéistes plongent pour le découvrir. Oui, c'est un mécanisme qui est vraiment passionnant parce que on n'imagine pas, mais le poumon qui fait 10 litres au départ, hein, c'est ce que tu disais à peu près pour toi. Hein. En total, pas en vital, mais en total. Oui, en total, oui, c'est ça. Se retrouve à faire au fond 1 litre. Et le truc, c'est que le thorax, il ne peut pas vraiment supporter ce volume-là. Donc en fait, le thorax va se réduire. Au bout d'un moment, il ne peut plus. Et par contre, le volume d'air, lui, va continuer. Et ça va quelque part aspirer le sang. C'est ça. Voilà. Ça aspire le sang qui va d'ailleurs partir des jambes, des bras. On a encore moins de sang dans les jambes et les bras, ce qui va créer encore plus les mécanismes anaérobies dont tu parlais. Hein, et ça va. C'est un mécanisme qui est incroyable parce que d'abord on ne pensait pas qu'il existait, comme tu disais,
Et on savait juste que chez les mammifères marins, elle existait, mais on ne savait pas que chez l'homme, c'était possible, et chez les mammifères terrestres en particulier. D'ailleurs, je crois que c'est chez tous les mammifères, on observe ça. Il y a eu des expériences chez le rat, j'ai vu. Donc c'est des choses qui sont, alors il faut peut-être revenir un peu au cerveau, c'est des choses qui sont en plus mélangées à comment le cerveau gère tout ça, c'est-à-dire gère cette quantité d'oxygène plus élevée, cette concentration en dioxyde de carbone dans le sang qui est élevée, donc aussi. Ces changements de pH aussi du sang, il y a plein de choses, plein de dynamiques qui sont en jeu et qui sont quelque part contrôlées par le cerveau. Bon, et puis on pourrait parler des heures sur tout ce qui se passe, la distribution sanguine, le rythme cardiaque qui baisse. Le rythme cardiaque qui baisse, oui, on peut mesurer jusqu'à 20 pulsations par minute quand on est en bas. Jacques Mayol, alors après, je ne sais pas ce qui est de l'ordre de la légende ou pas, mais son cœur aurait été mesuré à 8 pulsations par minute quand il était tout en bas. Moi, je sais j'ai fait des tests sur une 50aine de mètres, et voilà, ça descendait une 20aine de pulsations. Alors peut-être que plus bas, ça descend plus bas, mais j'ai jamais fait de test. Bon, en gros, il y a plein de trucs voilà, tout est modifié. En un mot, c'est le bordel. Oui, c'est ça, exactement. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions, si vous en avez pour Guillaume, ou pour Nicolas, ou pour Benjamin. Oui. Je viens juste d'avoir 18 ans et je trouve que je ne les fais pas. Alors je répète la question parce que comme on la retransmet en direct, c'est est-ce que cette répétition n'abîme pas et elle n'abîmerait pas ton organisme? Alors, je pense que toute pratique sportive poussée à l'extrême et sans mesure peut à un moment donné avoir un effet délétère. Sauf que dans l'apnée, tous ces mécanismes au niveau cérébral sont complètement réversibles et pour le coup c'est pas empirique, hein, c'est l'étude au niveau de l'IRM fonctionnel qui me l'a montré. Donc j'ai passé 2h30 dans l'IRM pour qu'à la fin on me dise il n'y a rien. Donc déjà sur le cerveau on est tranquille. On sait aussi que la pratique de l'apnée, parce que là on a parlé vraiment d'une pratique extrême, mais l'entraînement tout au long de l'année, c'est pas que des apnées poussées, c'est une quantité énorme d'apnées qui amène beaucoup de bien-être, parce que l'apnée c'est ça au final, c'est bien respirer, c'est ralentir le métabolisme, c'est chercher l'apaisement, chercher le relâchement. Et donc globalement, comme activité contre le stress, c'est une activité assez extraordinaire. Ensuite, il y a toute la préparation physique qu'il y a autour. C'est pareil. Si on va dans l'excès et qu'on est dans le surentraînement, on peut se blesser, on peut se fatiguer. Il y a l'oxydation au niveau de l'organisme qui peut, comme n'importe quel sport, accélérer le vieillissement cellulaire. Ça, après, c'est comment chacun s'entraîne. Moi, je sais que mon objectif, c'est d'essayer vraiment de durer. Et donc, j'ai appris vraiment à aménager les temps d'entraînement pour ne pas être en surentraînement et essayer de ménager ma monture. Et puis enfin, au niveau des poumons, je pense, et ça on a pu le voir, selon la pratique de chacun, il y a chez certains individus des blessures qui reviennent très souvent, notamment des petits œdèmes pulmonaires qui ont du mal à... Alors, qui, quand on ne pratique plus l'apnée, permettent de vivre normalement, mais chez certains qui ont créé des blessures régulières, dès qu'ils replongent à une certaine profondeur, ils peuvent plus facilement saigner et avoir je pense qu'il y a un tissu cicatriciel qui est un tissu plus fibreux et qui vient amener moins d'élasticité. Enfin, c'est comme toutes les blessures, hein. Et donc ça, comment on vieillit avec ça, je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que les anciens Jacques Mayol, Enzo Mallorca, il a vécu jusqu'à quasiment 90 ans, à une époque où il y avait quasiment zéro suivi, et on y allait franco, hein, c'était syncope sur syncope, enfin pas syncope sur syncope, mais c'était, on va dire, moins suivi qu'aujourd'hui. Je
je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus. Il nous manque peut-être un peu de recul, mais il semblerait, tous les apnéistes qui passent sous la loupe des scientifiques n'ont pas l'air d'être en mauvaise santé. Je peux changer de micro, Ouais. comme ça je prends les questions. Ah ok. C'est comme je disais, c'est une histoire de mesure et ça c'est peut-être une question. Moi j'ai quelques éléments de réponse parce que je me suis posé la question, c'est une question banale mais pour un médecin scientifique elle est importante. Pourquoi y aurait-il des dégâts sur le cerveau et le corps quand on fait de l'apnée du sommeil? Parce que c'est une pathologie qui est pourvoyeuse de vraies maladies cardiovasculaires et manifestement pas dans l'apnée comme un sport. Je pense que c'est un élément de réponse qui nous dit que quand c'est bien fait, quand c'est fait surtout avec de l'entraînement, avec des mécanismes qu'on développe de compensation, en fait on devient plus, la balance bénéfice-risque et plus vers la balance de faire du sport et de le faire dans de bonnes conditions. Donc c'est encore un message qui, je pense, il faut redonner et ça reste un message positif, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu... Une autre question ? C'est une question pour Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Tu as utilisé le mot détachement, qui est un mot qui revient et qui est fort. Quand tu descends, est-ce que tu es capable de nous raconter dans ce détachement, finalement, quelle est ta présence à ce qui t'entoure? Qu'est-ce que tu perçois ou pas de ce qui t'entoure, ta présence à la nature? Voilà, c'est... En tout cas, le mot détachement, il fait écho parce qu'à la fois, tu parles de plongée intérieure, à la fois, tu dis qu'il faut se détacher de beaucoup de choses, de s'abandonner. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui reste autour, quoi? Alors, sur une plongée profonde, pour être clair, je ne suis pas ouvert sur l'environnement autour, parce que tout simplement, on est dans le bleu, et que... mis à part les variations de toutes les nuances de bleu au cours de la descente, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'animaux que l'on peut observer. Donc c'est réellement une plongée qui est orientée sur les sens corporels. Pour autant, j'aime bien... Alors pendant des années, je fermais les yeux pour être vraiment complètement à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que très profond, fermer les yeux, ça augmentait pendant la remontée l'ivresse des profondeurs, enfin la narcose. Et notamment ces espèces de visions d'hallucination, je les avais sur cette espèce d'écran de fond noir des yeux fermés. Donc maintenant j'ouvre les yeux parce que j'aime bien regarder, même si c'est dans le vague, ce bleu qui change. Et donc je suis dans une forme d'hyper-présence sur... comment on appelle ça déjà ? La position, la position de chacun des membres. Oh là, c'est pas vrai, je perds mes mots. La proprioception, voilà, pardon. Ouais. Je suis vraiment extrêmement centré sur tous les détails corporels. Vitesse de l'eau sur la peau. Les sons, le son de ma longe, c'est-à-dire la longe de sécurité qui coulisse le long du câble. En fonction de comment elle vibre et comment et du son qui est produit, ça me donne une indication sur la vitesse. Donc c'est un peu cette espèce de logiciel qui tourne, mais je parle de détachement parce qu'il tourne presque indépendamment de ma volonté. Et je vais corriger tout un tas de choses sans vraiment... sans avoir le sentiment d'être acteur. C'est presque de l'ordre de l'automatisme. Et donc je suis que là-dessus, je suis sur le corps. Je pense que quand on est en méditation, c'est ce qu'on essaie d'entraîner, c'est ce qu'on essaie de cette espèce d'hyper-présence sur le souffle, sur les sons, sur le toucher, au niveau de l'air, au niveau de cette finesse de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Voilà, je suis dans cette finesse-là. Bonsoir et merci, hein, c'était passionnant. J'ai une question aussi sur ce que vous avez appelé la plénitude ou la transe. Et j'aimerais avoir votre avis sur ce que... je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme sentiment océanique. C'est le sentiment en fait, d'immersion dans le tout, le fait de ne faire plus qu'un avec
avec le monde, et au point en fait où les limites de votre corps sont presque plus perceptibles par rapport en fait avec disons la frontière avec votre environnement. Donc voilà ce qu'on appelle le sentiment océanique, et je voulais savoir si vous le ressentiez, s'il y avait ça dans votre descente, et sachant que ça peut être intéressant parce qu'en plus vous dites que vous court-circuitez la vision, et la vision c'est justement un sens qui nous pousse à nous représenter de manière isolée du reste du monde. Donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus, et à nouveau merci, c'était vraiment super. Merci. Je pense que quand je décris les mots que j'ai posés sur ce sentiment de plénitude, d'état de grâce, c'est exactement le sentiment océanique, effectivement. L'espèce d'impression d'appartenir, l'espèce d'appartenir à quelque chose qui me dépasse, un sentiment de connexion, d'une proximité avec l'élément. Alors moi je ne dirais pas, certains ont cette sensation de se dissoudre, effectivement, d'avoir la disparition des frontières du corps. Alors moi j'ai l'impression au contraire de rentrer tellement profond à l'intérieur que je deviens juste presque un espèce de point, mais que ce point est complètement intégré dans les éléments. Donc après c'est une histoire de mots, c'est une histoire presque de rhétorique, j'ai envie de dire, mais c'est clairement ce sentiment de plénitude qui est effectivement le sentiment océanique. Ça peut m'arriver de le ressentir en dehors de l'eau aussi. Mais disons que quand je suis bien entraîné, c'est quasiment systématique. À partir du moment où j'arrête de palmer et que je chute jusqu'à arriver en bas, c'est ça le moteur pour moi. C'est ça qui fait que j'ai envie d'y aller, que j'ai envie d'y retourner. Et c'est ce sentiment-là de communion absolue avec l'élément, avec le tout. Question ? J'aimerais savoir si jamais ça vous arrive de perdre connaissance, mais au milieu de la remontée, pas à 20 mètres où il n'y a pas les personnes qui vous aident, vous faites comment si jamais ça arrive ? Alors, on a les systèmes de sécurité sont pensés pour parer à toutes les éventualités. Sachant que ça c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, je parle même pas pour moi, je parle dans l'ensemble des plongeurs apnéistes. Les accidents de ce genre les plus profonds, c'est 30 mètres, 40 mètres sur des grosses compétitions. En général si on fait ça à 30-40 mètres, c'est vraiment qu'on tente un gros truc, un gros record, et donc on a une équipe de sécu qui est capable de descendre à 30-40 mètres, ou que quelque chose pendant la plongée ne s'est pas passé comme prévu, et à ce moment-là l'équipe a anticipé. On a des systèmes qui permettent de remonter le câble le long duquel on plonge, et nous sommes longés à ce câble, un peu comme en spéléo, c'est une sorte de fil d'Ariane, ce qui fait que s'il y a le moindre problème qui intervient pendant le milieu de la remontée, voire même en bas, voire même pendant la descente, on peut visualiser la performance en direct depuis le bateau sur un espèce de sonar. Donc là la caméra que vous avez vue tout à l'heure, c'était vraiment les jours de compétition. On n'a pas une caméra sur chaque plongée d'entraînement, mais on a un sonar, et donc on suit en direct la plongée. Donc il y a quelqu'un sur le bateau qui annonce, il est à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, on voit vraiment l'évolution avec un certain rythme connu, puisqu'avant de plonger on dit qu'on va mettre tant de temps pour arriver en bas, tant de temps pour remonter. Donc en gros on essaie de cadrer absolument tout de cette plongée, et si quelque chose sort de ce cadre énoncé, on actionne le système qui permet de remonter le poids et donc l'athlète qui est au bout. Et on n'hésite pas, c'est-à-dire que s'il y a une mauvaise interprétation, au pire on remonte, le mec il est pendu, il est conscient, et tant pis il sera remonté. Donc voilà, il n'y a à aucun moment quelqu'un n'est lâché tout au fond, abandonné dans le grand bleu. Il y a toujours ce lien avec la surface qui est omniprésent. Oui, merci. J'avais une première question, donc déjà sur est-ce qu'il y a des temps de récupération entre les plongées de compétition ? La deuxième, c'est du coup quand on parle de l'entraînement, donc du coup en quoi diffère l'entraînement des plongées de compétition ? Est-ce que c'est juste la profondeur et l'environnement, et si c'est pas que ça, comment vous entraînez, comment tu t'entraînes pour le reste ?
Et la troisième question, c'est du coup les paliers de décompression, vous les avez pas en plongée, c'est parce qu'il n'y a pas de bouteille de gaz, ou est-ce que vous avez ça aussi? Alors, et là, d'ailleurs, ça m'inquiète sur le fonctionnement de mon cerveau, j'ai déjà oublié la première. J'ai la deuxième, j'ai la troisième, et j'ai plus la première. Est-ce qu'il y a des temps de récupération entre les temps de plongées? récup. Alors, là en ce moment par exemple, je plonge peu profond. Dans les 50-60 mètres, c'est l'hiver, c'est une profondeur que j'entretiens tout le long de l'année. Je peux au cours d'un même entraînement répéter 2 fois 60 mètres, 3 fois 50 mètres. Et ça ne pose pas vraiment de problème. On prend un certain temps de récupération et à mesure que l'on progresse, donc là je bascule sur la deuxième question, à savoir comment on s'entraîne. On s'entraîne en mélangeant tout un tas de choses. Donc il y a la préparation physique que l'on fait pendant l'hiver, la préparation à l'apnée au niveau de l'hypercapnie et de l'hypoxie qu'on peut faire à l'extérieur, en marchant dans les escaliers, en piscine, en faisant des répétitions de longueur en apnée dynamique, et puis en allant en mer toute l'année pour garder une forme d'adaptation au niveau de l'écrasement de la cage thoracique. Il arrive toujours un moment où on commence la progression en profondeur. Donc c'est un peu comme un alpiniste qui veut monter au sommet de l'Everest, il va y aller palier par palier. Donc peut-être je ne devrais pas employer le mot palier parce que ça fait penser au palier de décompression, mais en tout cas étape par étape. Et donc on va augmenter progressivement la profondeur d'un entraînement sur l'autre. Donc la profondeur maximale du jour. Dimanche, je suis à 60 mètres par exemple, je plonge mercredi, après-demain, et je vais aller à 65 ou 70 probablement. Et ça sera une étape supplémentaire, à l'issue de laquelle je vais analyser comment je me suis senti, comment j'ai maîtrisé l'ensemble des paramètres de la plongée, le temps d'apnée, musculaire, l'écrasement de la cage thoracique, la maîtrise technique de tout un tas d'éléments. Et puis sur la plongée suivante, qui sera dans 3 jours après ou 5 jours après, je vois si je refais 70 ou si j'augmente un peu la plongée, la profondeur. Et c'est comme ça que progressivement, je vais établir des nouvelles mesures de référence. Et au fur et à mesure que j'approche d'une échéance, d'une tentative de record ou d'une compétition, je vais augmenter ma profondeur. Donc ça va me demander de plus en plus d'énergie, de plus en plus de fraîcheur. Et je vais diminuer en même temps toute la préparation qu'il y a autour, pour finir dans les 6 dernières semaines à ne faire que des apnées profondes. Et là, ces entraînements-là, au-delà de 90-100 mètres, ça va être simple, hein, je vais sur le bateau, je respire, je me prépare. Le matin, il y a une grosse préparation au niveau étirement de la cage thoracique, exercice de respiration, pour pouvoir être le plus souple possible et accepter la pression. Et mon entraînement se résumera à une seule plongée. Il n'y aura pas d'échauffement, il n'y aura pas d'apnée préparatoire, il n'y aura pas de petites apnées moins profondes. Ça sera une seule et même apnée. Une seule et unique apnée, pardon. Et là derrière, une fois que je dépasse les 100 mètres, j'ai besoin au minimum de 2 jours de récupération. Un jour peut suffire, mais disons que je ne peux pas tenir le rythme si je fais un jour on, un jour off, un jour on, un jour off. Donc, étant donné que maintenant je vais avoir 40 ans cette année, j'ai besoin encore plus de récupération. Et donc je prends 2-3 jours de récup. Et en fait, à chaque fois, en fonction de comment s'est passée la plongée, je mets 2 mètres de plus, 3 mètres de plus, je vais répéter ce que je viens de faire, ou ça peut arriver parfois, comme un alpiniste qui va monter vers l'Everest, des fois il redescend pour aller dormir plus bas, pour réadapter son corps. Mais nous, ça va être la même chose. Et donc c'est comme ça qu'on avance. Et l'idée, c'est d'arriver juste avant la compétition avec une espèce de profondeur, un peu de référence. Et en fonction de cette profondeur de référence, en fonction de comment on l'a réalisé, est-ce qu'on était limite, est-ce qu'on était ultra facile, est-ce que cette compétition, il y a énormément d'enjeux, moyennement d'enjeux, on a de l'expérience, pas d'expérience, les conditions météo, tout ça, on le met dans un gros sac, on secoue, et derrière, on va décider de la profondeur qu'on va tenter le jour de la compétition, où il y aura en plus le facteur stress, parce qu'on sait que sur une compétition où il n'y a qu'une seule tentative, si on ne réussit pas, on aura fait tout ça pour rien. Enfin, tout ça pour rien.
je m'entends. Mais on repartira à la maison sans avoir de résultats validés. Et donc après, l'annonce se fait en fonction de chacun, en fonction de... moi, pendant des années, j'avais besoin d'être rassuré. Donc j'allais à l'entraînement un peu plus profond, et le jour de la compétition, je faisais 1 ou 2 mètres de moins. Avec l'expérience, j'ai appris à m'approcher suffisamment d'une certaine limite, et puis le jour de la compétition, je mets 1 mètre ou 2 mètres de plus. Et aujourd'hui, c'est plutôt cette stratégie que je vais adopter. Il y en avait une autre de question ou pas ? Non, alors il n'y a pas de palier, globalement il n'y a pas de palier, sauf quand on va très profond. Certains apnéistes, moi j'en ai fait partie, on peut décider, une fois qu'on est remonté en surface, qu'on a récupéré, on peut décider de respirer de l'oxygène pur, et je l'ai déjà fait aussi, de se réimmerger à quelques mètres de profondeur avec de l'oxygène pur pour améliorer l'élimination de l'azote, parce qu'on a quand même une certaine accumulation d'azote, et puis en même temps ça permet de mieux récupérer de l'hypoxie. Mais globalement, il n'y a pas de palier à faire parce qu'on ne respire pas sous l'eau. Cependant, il peut y avoir des risques d'accident de décompression sur certains profils d'entraînement. Si je vais faire dans un même entraînement, en 2 heures de temps par exemple, plusieurs fois 50 mètres, donc un aller-retour à 50 mètres, si à 50 mètres, parce que je suis bien, je reste un peu en bas, donc j'accumule un temps, c'est comme si j'étais finalement à plus petite dose parce que je ne respire pas, mais si je reste 30 secondes ou 1 minute à 50 mètres, je vais quand même accumuler de l'azote. Si je remonte, qu'en surface je ne récupère pas assez longtemps, que j'en refais une, que je fais la même chose, au bout d'un certain temps, on se met à avoir une courbe un peu comme les plongeurs en bouteille, et là on peut s'exposer à un risque d'accident de décompression. Et donc avec l'amélioration des performances, maintenant on fait attention. C'est très frustrant d'ailleurs, parce que moi je sais que les apnées à 50 mètres, je peux prendre énormément de plaisir, j'aime beaucoup rester en bas et me laisser complètement aller. Et bien, si je fais ça, je sais que je peux en faire 1 ou 2, mais pas plus, sinon on prend un risque. Et le problème, c'est que ce n'est pas vraiment mesurable. Il n'y a pas une règle qui dit, si on fait 3 fois 50 mètres avec 20 minutes de récup, c'est bon, on est sûr, on ne sait pas. Comme les accidents de décompression en bouteille. Parfois, des gens font des profils complètement normaux, et boum, ils se finissent au caisson, d'autres prennent un risque et puis il n'y a rien. Et donc, il faut en gros prendre une marge énorme. Et moi, je suis ultra vigilant par rapport à ça. Même si, des fois, j'aimerais, pendant la matinée, faire 10 fois 50 mètres, et ben, on ne peut pas. Voilà. Avant de passer dans la salle au micro, il y a une question en ligne, c'est: as-tu déjà essayé l'auto-hypnose comme le recordman du monde d'apnée statique ? Alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Probablement que l'état dans lequel je me mets en respirant avant de plonger, il doit y avoir un peu d'auto-hypnose. Mais je n'ai jamais essayé l'auto-hypnose avec le label auto-hypnose. Donc avec la méthodologie propre de l'auto-hypnose. Mais pourquoi pas un jour. Bonsoir, merci beaucoup, c'était passionnant, j'ai appris plein de choses. Je comprends toujours pas pourquoi tu plonges sans lunettes ou sans masque, parce que moi ça m'effraie de dire que tu vois pas. Mais c'est que quand je vais profond, hein. Oui, sinon la plupart du temps je mets un masque. Hein. D'accord, mais justement, plus on va profond, moi j'aurais tendance à vouloir mettre encore plus un masque et voir même si c'est pas loin devant moi. Je me posais la question de la plongée sous-marine, donc en bouteille. Est-ce que tu la pratiques ? Est-ce que ça n'a plus aucun sens pour toi, puisque finalement tu peux trouver de longs moments sous l'eau, comme on te voyait avec les cachalots, ou est-ce que malgré tout, il y a un intérêt pour toi de pouvoir passer finalement encore plus longtemps avec la nature? Alors j'ai commencé vraiment directement par l'apnée, donc la plongée bouteille n'a jamais fait partie de mon univers. À un moment donné, par curiosité, j'en ai fait un petit peu, mais très peu, et j'en fais quasiment jamais. Je ne suis pas contre. Parce que certains endroits, quand il n'y a pas la logistique, notamment en Polynésie où je vais régulièrement, il y a certains endroits où je sais que j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir aller voir un site pour pouvoir rester vraiment longtemps. Et même si je m'aventure avec quelqu'un qui me fait la sécu, effectivement, il y a un temps limité. Donc je ne suis pas contre, mais globalement, ce qui me plaît sous l'eau, c'est quand même le monde des sensations. Et la liberté. Alors, la bouteille permet la liberté de temps, mais pas la liberté de mouvement. Et c'est vrai que j'aurais du mal à l'abandonner, cette liberté de mouvement, mais voilà, j'aime être sous l'eau, j'aime observer, et je pense que je vais en faire un petit peu en parallèle. Mais ce qui m'intéresserait, je crois que c'est le recycleur pour aller très profond et rester longtemps. Ouais, ça, c'est un truc qu'un jour j'aimerais faire, mais
Je crois que ça prend trop de temps. Est-ce que pour la plongée en apnée, il y a un rapport avec la température de l'eau et la profondeur, c'est-à-dire que il y a entre guillemets une règle qui interdit de plonger à une certaine profondeur, à une certaine température de l'eau Alors, globalement, quand l'eau, c'est pour ça que j'adore plonger en Méditerranée, c'est parce qu'on aime bien l'eau chaude pour pouvoir se détendre. Quand je suis en surface, au final, on passe beaucoup de temps en surface à se préparer, à ventiler, donc c'est bien de ne pas grelotter. Donc en ce moment, par exemple, elle est froide, c'est pas évident, on se prépare moins bien, et globalement, notre état de relâchement fait que l'apnée va pas être aussi bien que pendant l'été. En été, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est chaude en surface, donc on peut se détendre, et dès que l'on arrive à 30-40 mètres, d'un coup elle se refroidit, et le froid, quand il est sur une durée courte, il va permettre d'augmenter le réflexe d'immersion, c'est-à-dire qu'il va ralentir encore plus le cœur, et on va consommer encore moins d'oxygène. Donc le froid, à un moment donné, sur une période courte, du moment qu'on ne se refroidit pas en profondeur, c'est une très bonne chose. Mais le froid relatif, c'est-à-dire 13 degrés, ça reste acceptable. Là, on a un très bon ami de notre groupe de nage, un champion d'apnée qui vient de battre un record du monde d'apnée sous glace au Canada. Il s'appelle Arthur Guérin, et il a fait une apnée dynamique, donc sous la glace, dans de l'eau à 1 degré. Et il a nagé plus de 100 mètres. Donc là, c'est pas de la profondeur, hein, c'est à l'horizontale, en maillot de bain. C'est un exploit, c'est le record du monde. Et là, par contre, le froid, il est extrêmement violent. Et il crée un choc au niveau du corps qui va finalement, au final, être nocif pour la performance. En piscine, dans une eau chaude, il va faire une apnée bien plus longue, en maillot de bain. Mais là, dans ces conditions, trop froid, c'est pas bon. Donc voilà, il y a une bonne température un peu fraîche qui va permettre de ralentir le corps sans être en état de choc. On va peut-être prendre une dernière question parce qu'il est déjà 20h, bientôt 20h30. Bonsoir. Bonsoir. J'ai juste une petite question peut-être technique et naïve. Quand vous descendez, vous dites que votre tympan, donc avec la pression, se tord et qu'il faut le remettre droit. Et on va dire que nous, en piscine, quand on veut remettre notre tympan droit, on a tendance à boucher le nez et à souffler. Or, vous mettez les mains le long du corps. Du coup, comment vous faites pour remettre le tympan droit tout en descendant comme ça? Alors, il y a plusieurs techniques de compensation. Cette technique-là, c'est une technique qu'on appelle Valsalva, où on pince son nez et on souffle de l'air par le nez. L'air ne peut pas sortir et donc il va aller se retrouver en pression et il va rentrer dans l'oreille moyenne et il va aller contre le tympan. La plupart des apnéistes n'ont pas besoin de mettre la main sur le nez parce qu'on a le pince-nez. Toutes les plongées de performance, en général, on a tous le pince-nez et on peut remplacer les doigts par le pince-nez. Sauf que moi, j'ai la chance d'utiliser une autre technique qui, même sans pince-nez, juste avec le masque, me permet de compenser sans mettre les mains. Cette technique, on l'appelle BTV, béance tubaire volontaire. C'est-à-dire que je vais ouvrir la trompe d'Eustache, qui est le petit conduit qui permet d'amener l'air dans l'oreille moyenne, sans forcer le passage, sans créer de pression, en ouvrant ces trompes d'Eustache, en actionnant des petits muscles qui sont autour des trompes d'Eustache, qu'on appelle les péristaphylins, et en les ouvrant, l'air va naturellement dans l'oreille moyenne et permettre au tympan de rester droit. Donc en fait, toute la descente, moi j'essaie de me concentrer pour que les trompes d'Eustache soient ouvertes et qu'en permanence il y ait de l'air qui rentre et qui vienne empêcher les tympans de s'écraser. Donc il y a toujours de l'air face à la pression de l'eau. Et pour ceux qui, c'est une majorité, hein, qui ont les trompes d'Eustache qui sont fermées, il faut à un moment donné envoyer de l'air sous pression, clac, ça ouvre la trompe d'Eustache et ça permet d'avoir de l'air dans l'oreille moyenne. Et en fait on le fait toute la descente. Tout le long de la descente. Ce que vous ressentez, ce qu'on peut ressentir entre 0 et 3 mètres, et en fait, ça nous accompagne tout le long. Et le challenge, c'est qu'arrivé en bas, comme on l'expliquait avec la pression, on n'a quasiment plus d'air disponible, le volume est très petit, et donc arriver à faire remonter une quantité d'air qui est pourtant petite
parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour équilibrer le tympan, mais dans un volume qui n'est quasiment plus disponible, parce qu'il est complètement comprimé dans les poumons, ça devient l'enjeu principal de la grande profondeur au niveau technique. Je crois savoir que tu as fondé la Bluneri Academy. Est-ce qu'il y a une envie de transmission derrière? Et j'imagine que oui. Donc, laquelle? Qui t'a payé pour faire une pub gratos comme ça à la fin? C'est merveilleux. J'ai même pas besoin de le dire. Et c'est une question que j'ai volée. Ah bon, oui, effectivement. J'ai créé avec toute une équipe cette académie qui s'appelle la Bluneri Academy. En fait, l'objectif, c'est vraiment une école, un centre qui est orienté essentiellement sur les débutants, sur les gens qui se disent j'aimerais bien le faire, mais pas sûr que ça soit pour moi, qui ont des craintes, qui ont des peurs. Tout ça, ça nous intéresse parce que vraiment ma démarche, depuis toujours, c'est la démocratisation et montrer que c'est possible chez tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de critères de conditions physiques pour pouvoir expérimenter l'apnée, descendre, ressentir, avoir du plaisir. On ne parle pas de fabriquer les futurs recordman du monde, on parle de découvrir le milieu sous-marin et c'est ouvert à absolument tout le monde. Donc s'il y en a qui sont intéressés, vous trouverez les infos sur internet, Bluneri Academy. On va ouvrir à partir de dans pas longtemps, quand l'eau va commencer à se réchauffer, à partir de mi-avril. Et vraiment, l'idée, c'est une prise en charge globale pour la progression, mais en profondeur, mais l'apprentissage de la respiration, l'apprentissage d'une forme de bien-être sous l'eau. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse. L'idée, c'est pas la performance. Après, si vous avez envie de performer, ça évidemment, on pourra vous accompagner, ou vous pourrez basculer dans le club d'apnée qui est là, qui s'appelle le CIPA, qui est le club dans lequel je m'entraîne. Donc là, c'est une association, on plonge tous ensemble, on est tous assez expérimentés, et pour les locaux, c'est aussi une manière de pratiquer toute l'année. Donc vraiment, ces deux entités fonctionnent un peu ensemble, mais quand on est complètement débutant, c'est une bonne idée de commencer à l'académie où il y a vraiment une prise en charge sur mesure, pour vous amener à être dans le maximum de plaisir. Voilà. Bon, il nous reste à te dire merci. Ouais. Merci, merci, cool. merci beaucoup. Merci Benjamin, merci Nicolas, merci super Nicolas, chouette. merci.